Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous pouvez encore vous installer. Nous allons commencer. Inès Rothermund-Reynard et moi-même avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour une nouvelle séance du séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme 1933-1945, conséquences, mémoire et traces de la spoliation, organisée par l'Institut national d'histoire de l'art et le ministère de la Culture, mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, en partenariat avec l'Institut national du patrimoine. Vous êtes encore plus nombreux que la dernière fois, il y avait déjà beaucoup de monde la dernière fois, et il y a souvent du monde. Merci beaucoup donc d'être là, et merci, comme je le dis à chaque fois, d'être à ceux qui nous suivront plus tard en vidéo sur YouTube. Je vais être très très bref ce soir, car c'est une séance un peu particulière. Vous savez que nous essayons de varier les sujets, les intervenants, en invitant des chercheurs de plusieurs disciplines, des témoins, des familles spoliées, ou des descendants de familles spoliées, des artistes, des écrivains inspirés par toute cette question. Mais ce soir, nous parlons d'un projet de recherche. Et pas n'importe quel projet de recherche, mais un projet porté par l'un des organisateurs de ce séminaire, l'un des partenaires, et l'hôte de ce séminaire, puisqu'il s'agit du projet Répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation, qu'on appelle tous, ou que nous appelons tous, ou quasiment tous, par son petit nom RAMA, dont le deuxième volet vient d'être publié sur le site de l'INHA, après le premier volet il y a 2 ans. C'est un projet sur les acteurs, mais qui est aussi central pour la recherche sur le patrimoine spolié. Et donc, il nous semblait évidemment important de le présenter dans le cadre de ce séminaire Patrimoine spolié. Comme je vous ai dit, je serai bref. Je m'arrête là. Je passe tout de suite la parole au directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art, M. Éric de Chassey, pour introduire plus substantiellement cette soirée et vous en dire davantage. Après Éric de Chassey, Inès Rothermund-Reynard présentera le projet. Puis Camille Freiermuth présentera les dispositifs de data visualisation du nouveau volet. Puis Cécile Bargue animera une table ronde avec 2 auteurs du nouveau volet du projet, Martine Poulain et Arnaud Bertinet. Et vous pourrez poser des questions et je reviendrai dire un mot à la fin. Merci. Merci beaucoup, cher David Zivie, de cette introduction. Je suis un peu, ça fait une séance très très solennelle pour un séminaire, mais tant pis, on m'a demandé de prendre la parole, mais c'est aussi l'occasion pour moi de dire l'importance qu'a revêtu et que revêt encore le programme de répertoire des acteurs du marché de l'art en France pendant l'occupation allemande pour l'Institut national d'histoire de l'art, pour la politique de recherche de l'Institut national d'histoire de l'art et pour, à mon sens, l'histoire de l'art de façon générale. Quand je suis arrivé à la direction de l'INHA, je suis arrivé sur une espèce de traumatisme, à vrai dire, qui était le fait qu'il y avait eu des difficultés rencontrées par un certain nombre de personnes qui se préoccupaient des questions de spoliation de biens juifs pendant la période de l'occupation, des difficultés rencontrées notamment à s'exprimer de manière publique dans des événements en rapport avec l'INHA. Ça ne venait pas de l'INHA, mais bref. C'était pour moi une espèce de traumatisme de départ que j'ai voulu immédiatement, auquel j'ai voulu immédiatement porter une solution, et c'est en accord avec une chargée de mission qui était là déjà à l'INHA, en discussion déjà à l'époque avec David Zivie au cabinet de la ministre de la Culture de l'époque, Audrey Azoulay, qu'on a pu assez rapidement échafauder un programme de recherche avec l'idée que ce soit un programme franco-allemand mené en collaboration pour sa première phase avec la Technische Universität de Berlin. Et c'est ce programme qui, assez rapidement, a été défini par Inès Rothermund-Reynard, qui est venue rejoindre l'équipe et en prendre la tête, avec sa collègue berlinoise Elisabeth Furtwängler, pour faire en sorte qu'on puisse développer une base de données la plus utile et la plus ouverte possible. Vraiment, je dois dire qu'on n'a pas attendu mon arrivée à l'INHA pour que ces questions existent à l'INHA. Il y a eu pendant assez longtemps, dans le hall Roosevelt, qui est le hall d'accueil
de l'ensemble de cette galerie pour tous les partenaires de la galerie, y compris l'INHA, mais pas simplement, et c'est l'INHA qui avait décidé de cette nomination, une borne numérique qui comprenait des données autour de Rosevalent. Pour des raisons techniques, ça ne fonctionne plus, et ça s'est passé bien avant mon arrivée, donc c'est une préoccupation ancienne. Moi, je vous parle d'un traumatisme et de la manière dont on a essayé de le régler, et plus ou moins bien sans doute, mais en tout cas dont on a essayé de le régler. Donc ce travail a été mené en collaboration d'abord avec la TU, puis par Inès Rothermund seule, avec une équipe. C'est ce qui a donné naissance au séminaire également avec David Zivie, qui a poursuivi ses activités au-delà de son passage en cabinet. Une de mes préoccupations, quand Inès Rothermund a été recrutée par le musée d'Orsay pour devenir chargée de recherche en provenance des œuvres à la fin de l'été, c'était de faire en sorte que ce programme puisse continuer, puisque je pense que, si vous êtes dans ce séminaire, c'est parce que vous le pensez aussi a priori, que le travail continue, qui n'est pas du tout achevé et qu'il doit être effectivement poursuivi. Donc le programme est aujourd'hui porté par Cécile Bargue, qui est pensionnaire à l'INHA et que je remercie d'avoir pris cette tâche. Cécile Bargue l'oriente plus du côté des artistes et dans une moindre mesure des collectionneurs, vers la circulation des œuvres d'avant-garde aux abords et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça fait des rajouts de ce point de vue-là, d'angles qui étaient en partie morts, et ça n'empêche pas de continuer à alimenter les ressources. C'est ce que vous allez voir, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans la présentation de la deuxième phase du programme, qui consistait à constituer un ensemble de textes thématiques transversaux en complément de l'approche prosopographique stricte initiale, et qui est donc qui vient d'être menée et qui va être lancée ce soir. Cécile Bargue vous en dira plus dans un instant, mais je veux saluer et remercier dès à présent très chaleureusement pour leurs excellentes contributions, toutes les contributeurs et contributrices qui ont travaillé à cette nouvelle phase. Je ne vais pas les nommer chacun d'entre eux, mais je vais nommer particulièrement Arnaud Bertinet et Martine Poulain pour puisqu'ils vont participer à une table ronde. Comme dans le volet précédent, les textes en allemand et en français ont été aussi traduits en anglais, et ils seront encore dans les prochains mois grâce à un mécénat de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que je remercie très fortement. Nous avons aussi, ça a déjà été dit par David, lors de cette deuxième phase, amélioré la data visualisation des données de la base avec une mise en réseau des personnes et une cartographie indiquant leurs adresses, cartographie qui intègre un fonds de carte de Paris de 1944, grâce aux efforts et au brio du service numérique de la recherche de l'INHA, que je remercie, et de notre chargé de mission, Camille Freyer-Muth, qui se partage avec la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, poste rendu possible par un mécène qui souhaite garder l'anonymat, mais que je remercie, là encore, extrêmement chaleureusement. Pour moi, je dois dire que ce programme est fait de briques qui devraient s'additionner petit à petit et qui devraient permettre un jour, que j'appelle de mes voeux le plus rapidement possible, de fournir des ressources numériques qui permettent de croiser les acteurs et les objets et de rentrer dans un grain extrêmement fin et qui surtout permettent de mettre l'ensemble de ces données à disposition de toutes et tous de façon gratuite, de telle sorte que les processus de restitution puissent en être accélérés. Ils ont commencé depuis longtemps, mais dans ce sens-là, ils ont aussi fortement tardé à cause de du manque de données fiables, et également que les recherches de provenance puissent être menées de façon fiable et généralisée pour éviter cette chose que j'ai parlé de traumatisme tout à l'heure. Je cite souvent un autre traumatisme personnel, qui est le fait que j'ai travaillé beaucoup sur Matisse, beaucoup concernant les Matisse aux États-Unis, et donc notamment un certain nombre de Matisse passés par les mains de Paul Rosenberg. Et quand je faisais le catalogue des œuvres de Matisse dans les musées américains, il y avait très souvent, pour
des œuvres passées par les mains de Paul Rosenberg, une partie où il y avait un trou dans les provenances. Et je dois avouer qu'il y a 20 ans ou 30 ans, quand j'ai fait ma thèse, je ne me suis jamais posé la question de ce trou. C'était un trou, et bizarrement, il correspondait plus ou moins aux années 1930-1940, parfois jusqu'à 1950. Et je me disais, tiens, c'est bizarre, on manque d'informations. Puis on manque d'informations sur une période, quand même, on aurait dû se préoccuper d'un certain nombre de choses. Ça n'est que des années plus tard que j'ai compris que, évidemment, le trou venait du fait qu'on était en présence très régulièrement d'œuvres spoliées, pas toujours, mais très régulièrement, ou d'œuvres passées par le marché, et qu'il y avait effectivement un besoin extrêmement important de clarifier cette chose. Les recherches de provenance me semblent être aujourd'hui une nécessité absolue de toute prise en compte des œuvres d'art. Je pense que le travail qui se fait dans ce séminaire est un travail très fondamental de ce point de vue-là, et c'est pour ça que j'ai absolument tenu à ce que l'INHA poursuive le soutien à ce séminaire. Et je me réjouis de voir qu'il a un public de tous âges, et donc qu'effectivement cette question est une question vive et extrêmement importante pour beaucoup de personnes, et qu'elle devrait le rester, et qu'on peut pratiquer une histoire de l'art qui soit sensible à un certain nombre d'enjeux moraux, politiques, individuels, ou peut-être simplement de justice, et que c'est extrêmement important. Et par ailleurs, il se trouve que, par chance, ça fait progresser les connaissances en histoire de l'art, et qu'on en a aussi extrêmement besoin. Je suis extrêmement heureux et très fier, en tant que directeur de l'INHA, de pouvoir... que vous puissiez découvrir cette deuxième partie de la base. Alors moi, je continue à m'empêcher de dire Rama, parce que je trouve que le sujet est trop important pour le traiter par un diminutif, sur le répertoire des acteurs du marché de l'art en France pendant l'occupation allemande, 1940-1945. Pas exactement le même titre que le séminaire, mais évidemment, vous avez déjà dû en parler à plusieurs reprises. Merci. Merci beaucoup, Eric. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers amis et collègues. J'ai le plaisir donc ce soir de vous présenter le répertoire des acteurs du marché de l'art en France pendant l'occupation, qu'on appelle entre nous Rama. Pour certains d'entre vous, ce sera une découverte. Pour d'autres, un retour sur un projet que j'ai eu la chance de réaliser à l'INHA avec une équipe formidable et en coopération avec de nombreuses autrices et auteurs. Je suis d'autant plus contente aujourd'hui qu'il s'agit d'une première présentation de Rama dans le cadre de notre cycle du séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme, alors que le séminaire lui-même est né avec le projet Rama, comme David l'a déjà annoncé, Eric également. J'ai animé le séminaire depuis 5 ans et depuis 4 ans en parfaite coopération avec David Zivi, comme vous le savez, directeur de la mission M2RS au sein du ministère de la Culture. Aujourd'hui sera ma dernière séance du séminaire en tant qu'organisatrice, car, comme vous le savez, Eric vient de le mentionner également, j'ai quitté l'INHA en septembre dernier pour rejoindre le musée d'Orsay en tant que chargé de recherche en provenance. Mais David continuera cette belle aventure pour vous, pour nous tous, l'année prochaine, et je me réjouis d'assister aux nouvelles séances dès janvier 2024. 2024, du côté du public. Voilà, il est temps de passer de l'autre côté, je pense. Voilà. J'exprime bien évidemment tous mes remerciements à la direction de l'INHA, Éric Dechassey et France Nerlich, pour le soutien indéfectible tout au long de l'élaboration du programme Rama. Tous mes remerciements également à l'équipe de l'Université technique de Berlin qui a soutenu le projet dès ses débuts. Comme Eric l'a mentionné, le programme a profité d'un financement entièrement public, porté par l'Université technique de Berlin, par le Deutsches Zentrum für Kulturgutverluste, le Centre allemand d'histoire de l'art à Paris, et avant tout par l'INHA. Je tiens également à remercier nos mécènes,
la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ainsi que notre mécène qui préfère garder l'anonymat et qui nous soutient, ainsi que la M2RS depuis 3 ans maintenant. Je ne pourrais pas malheureusement nommer tous les collaboratrices et collaborateurs de cette grande base de données élaborée depuis 2017. Vous trouvez leurs noms et fonctions sur les pages de l'équipe et des auteurs. Toutes et tous ont contribué à ce projet collectif avec un professionnalisme remarquable et une grande qualité scientifique. Je remercie l'ensemble de l'équipe RAMA, le service numérique de la recherche de l'INHA, l'ensemble des auteurs, des traducteurs et des relecteurs. Merci pour leur travail exceptionnel. Donc, je reviens rapidement, j'essaie de rapidement revenir sur la genèse de ce projet. Ce répertoire, donc, c'était d'abord un projet de recherche franco-allemand qui avait pour objectif principal d'étudier et de documenter les différents acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation nazie et de rassembler ces informations sur une base de données accessible à toutes et à tous. Initié par les partenaires français et allemands, notamment l'Université technique de Berlin et l'INHA à Paris, ce projet a été dirigé entre 2017 et 2021 par ma collègue berlinoise Elisabeth Furtwängler et par moi-même à l'INHA depuis 2018 jusqu'en août de cette année. Ce projet s'inscrit donc dans une dynamique de recherche internationale sur l'histoire des spoliations. Contrairement à la plupart des bases de données se concentrant sur l'analyse et l'histoire d'une œuvre ou d'un objet, RAMA met en lumière l'organisation du marché de l'art en France entre 1940 et 1945 en identifiant ses acteurs et leurs réseaux. Les recherches axées uniquement sur des objets pâtissaient souvent d'une connaissance encore trop lacunaire de l'enchevêtrement complexe des relations transnationales entre les marchés et leurs acteurs. Donc, RAMA souhaitait pallier cette lacune en menant une recherche de fond sur l'ensemble du réseau des marchands allemands, français et internationaux, ainsi que sur les différents acteurs, galéristes, courtiers, commissaires-priseurs, transporteurs, historiens de l'art, artistes, conservateurs et collectionneurs, qui ont donc contribué à animer ce marché extrêmement florissant. Il s'agissait, sur la base de l'exploration et du traitement de documents d'archives internationales, d'identifier les acteurs du marché de l'art français pendant l'occupation, de retracer leur réseau et leurs liens avec le marché de l'art allemand sous le Troisième Reich et de fournir, sous forme d'une base de données, une description aussi complète que possible de leur activité et de leur rôle, et surtout, Eric l'a souligné, mettre gratuitement à la disposition du public ces recherches et leurs sources. Nous avons rassemblé les informations, croisé les sources au-delà des frontières nationales, et nous avons fait participer un maximum d'auteurs à notre projet. Donc, qui sont les auteurs de RAMA ? Plus que 200 notices biographiques et une bonne dizaine d'articles thématiques publiés à ce jour sont rédigés aussi bien par l'équipe RAMA, par des spécialistes reconnus, ainsi que par des jeunes étudiants. On tenait beaucoup à aussi soutenir des jeunes étudiants qui ont participé et pour lesquels parfois c'était leur toute première publication. 80 auteurs français, allemands, suisses, autrichiens, hollandais et américains ont contribué à ce grand projet collectif. Ces articles biographiques sont rendus accessibles en français et en allemand, certains, malheureusement pour l'instant que certains en anglais, mais une traduction anglaise de l'ensemble des textes malheureusement n'a pas pu être réalisée, manque de moyens. Néanmoins, grâce à l'INHA et grâce au mécénat généreux de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, des articles thématiques importants ont pu bénéficier aussi d'une traduction anglaise. Ces textes sont complétés par 815 notices documentaires qui concernent les données factuelles relatives à des personnes physiques et morales. Elles permettent la visualisation des réseaux complexes par lesquels les œuvres ont transité et indiquent les sources bibliographiques et archivistiques précises. Camille Freyamouth vous en parlera plus en détail. Donc, il s'agit d'un instrument nouveau et efficace au service de la recherche de provenance à échelle internationale. Cette étude prosopographique fournit aussi et surtout une contribution essentielle à l'analyse et la compréhension historique de l'époque de l'occupation. Un rapide retour sur nos débuts, comment on a procédé. Donc, on a, pour sélectionner donc, le nombre, enfin, la sélection des acteurs, nous avons croisé différentes sources tout au début. Donc, c'est ce que vous voyez affiché. Donc, c'était des documents à qui on a eu accès de la mission Matteoli, les enquêtes menées par la Art Looting Investigation Unit, cette unité spéciale créée par les services secrets américains après-guerre pour retrouver les œuvres d'art spoliées par les nazis,
des documents sur les MNR en France, les dossiers de la commission de récupération artistique, les listes d'un premier dépouillement des archives de Paris et des sources trouvées aux archives spéciales à Moscou. Une première sélection de noms a été effectuée sur 250 acteurs qui se sont retrouvés au cœur des échanges artistiques et commerciaux entre la France et l'Allemagne et au-delà. En procédant nos enquêtes, cette liste a bien évidemment changé. Certaines personnes s'étaient révélées insignifiantes ou alors on ne trouvait pas de sources à leur sujet. D'autres acteurs sont alors apparus pendant cette première période de fouilles archéologiques au fond des archives. Donc ce que vous voyez ici à l'écran, c'est encore une sélection des acteurs qu'on a traités. Je vous parle rapidement des sources d'archives consultées. En France, nous nous sommes rendus dans les principaux 3 sites des archives centralisées autour de Paris, les archives nationales à Pierrefitte, les archives diplomatiques à la Courneuve et les archives de Paris. Ont été consultées les enquêtes menées par la commission de récupération artistique après la guerre, les enquêtes déposées par les victimes de spoliation, les demandes de restitution ou d'indemnisation aux archives des affaires étrangères. Ensuite, nous avons pu analyser les dossiers judiciaires. Alors ça étonne peut-être dans un premier temps pour les historiens de l'art, mais c'était extrêmement important pour nous de consulter ces dossiers du comité confiscation de profits illicites. Il s'agissait des enquêtes fiscales après-guerre qui livraient souvent des informations précises sur les transactions d'œuvres d'art et qu'on peut consulter librement aux archives de Paris. Ensuite, bien évidemment, aux archives nationales, les fonds de la Commission nationale interprofessionnelle d'épuration, les F12 entre les connaisseurs, qui enquêtaient sur les faits d'intelligence avec l'ennemi. C'était donc le terme de l'époque, dans le cadre de la justice dite également terme de l'époque d'épuration, donc aujourd'hui consultable, comme j'ai dit, aux archives nationales. Enfin, les archives de la préfecture de la police, où on peut trouver des informations récoltées par les différents services de la police et par les renseignements généraux. Dans un premier temps, on pensait que ça concernait principalement les étrangers, mais on trouve également pas mal d'informations concernant les Français actifs pendant la période. Et au final, bien sûr, les archives des galeries, le fonds du commissaire-priseur Loutmer acquis par la bibliothèque de l'INHA et qui renseigne également sur les ventes effectuées par le célèbre commissaire-priseur Alphonse Bellier à l'hôtel Drouot pendant la guerre. Donc, un tout petit mot aussi concernant ces fonds d'archives. Ce qui était important pour nous, c'est aussi de souligner la situation des fonds d'archives françaises, parce que, comme vous le savez peut-être, conformément à la législation française, des documents personnels recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ne peuvent être communiqués qu'à partir après un délai de 75 ans. Donc, et cela compte pour tous les dossiers à partir du dernier document versé. Donc, si vous avez un document qui est versé lors d'un procès en 1953, par exemple, il faut compter 75 ans. Et donc, évidemment, c'était compliqué pour nos enquêtes, mais il faut savoir que depuis 2015, une dérogation légale a été adoptée concernant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, nous aussi, en quelque sorte, nos fonds d'archives sont donc ouverts, même s'il s'agit des documents parfois très sensibles. Donc ça, c'était aussi important. Et je signale aussi que certains fonds, notamment aux archives nationales, sont toujours en cours d'inventaire. Donc ça vaut le coup aussi de retourner et vérifier des nouvelles sources. Je passe très rapidement sur la situation en Allemagne. Bien sûr, là, je parle un peu à la place d'Elisabeth Furtwängler, qui était donc responsable pour le côté allemand. Comme vous le savez, la recherche de provenance en Allemagne est un sujet extrêmement important pour la société. Elle est très présente dans les universités maintenant, dans le monde des musées. Et évidemment, il y a aussi tout un ensemble de chercheurs indépendants qui travaillent dans ce domaine. Donc, vous avez de nombreuses publications en allemand sur ce sujet. Concernant la situation des archives, je ne vais pas rentrer dans les détails. Évidemment, la situation est différente comparée à la France. C'est beaucoup moins centralisé. C'est lié à la structuration fédérale de l'Allemagne. Donc, si vous enquêtez sur, par exemple, les acquisitions d'un musée allemand pendant la période de la guerre, mais il faut évidemment se rendre dans la ville qui correspond, enfin, où se trouve le musée. Donc, si c'est Francfort, c'est Francfort. Si c'est Munich, c'est Munich. Mais vous avez quand même quelques fonds que je vous ai affichés ici, qui sont vraiment centrales. Donc, c'est bien évidemment le Bundesarchiv à Koblenz, qui a également une antenne à Berlin, qui est un peu l'équivalent, si vous voulez, des archives nationales en France.
Vous avez différents fonds extrêmement importants. Je cite le plus connu peut-être, donc tout le monde a plus ou moins entendu parler, Gurlitt, qui se trouve maintenant dans ce fonds B323. Ensuite, à Berlin, tout au Landesarchiv, vous trouvez donc les dossiers d'indemnisation des enquêtes, les enquêtes déposées par les familles spoliées après la guerre et jusqu'en les années 60. Donc là, on trouve évidemment énormément d'informations. Pour parler plutôt des fonds artistiques, là, il faut se rendre plutôt à Nuremberg, au Deutsches Kunstarchiv, où on trouve des successions des marchands et des historiens de l'art. Ensuite, vous avez plus ou moins l'équivalent de nos archives diplomatiques en France, c'est le Politische Archiv à Berlin. Là-dedans, on ne trouve pas exemple tous les documents relatifs à l'activité de l'ambassade d'Allemagne, par exemple. Ça, c'est au Politische Archiv à Berlin. Et ensuite, bien sûr, comme je l'ai dit, les différentes archives municipales, régionales, allemandes, concernant notamment les acquisitions des musées. Alors, je voulais rapidement revenir sur la page d'accueil de notre base de données, parce que je tiens quand même à beaucoup souligner que, au-delà de ce qu'on vient de dire, les articles biographiques, le nouveau volet 2 avec les articles thématiques, vous trouvez aussi plein d'autres informations. Vous voyez là, il y a un podcast. Si on descend la page, il y a notamment, ce que je voulais signaler ce soir, les catalogues de vente pour la recherche de provenance extrêmement importants, qui ont été déjà depuis plusieurs années numérisés par l'INHA, et cette numérisation continue. Donc ça, je voulais vous juste signaler aujourd'hui un sous-projet de RAMA OCASE, qui permet directement de faire une enquête dans les catalogues de Drouot numérisés. Et c'est un projet qui a été donc réalisé par un de mes stagiaire Raphaël Barman, qui était à l'époque étudiant en humanité numérique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. OCASE permet, alors je vous montre la page d'accueil, donc si vous rentrez dans cette sous-base OCASE, vous pouvez effectuer une recherche précise d'un objet d'art vendu pendant l'occupation. Il est recensé grâce au principe de deep learning que je ne vais pas expliquer ici en détail, mais c'est une exploitation toute nouvelle et extrêmement efficace de ces catalogues numérisés. Donc là-dedans, vous avez trouvé 300 000 objets réalisés par plus de 5 000 artistes et mis en vente par plus de 200 commissaires-priseurs d'experts et d'experts. Donc vous pouvez soit rentrer par, ce que j'ai fait ici, par artiste. Donc si vous tapez par exemple Monet, vous voyez il y a 17 objets trouvés. Et également, vous pouvez faire une recherche en venant avec le nom d'un expert ou en venant avec le nom d'un marchand ou d'un commissaire-priseur. Et ensuite, ça renvoie directement au catalogue numérisé par la bibliothèque l'INHA. Donc ça, c'est une source évidemment extrêmement importante. Et ensuite, vous connaissez la suite, s'il veut bien. Voilà. Pour visionner aussi toutes les séances, donc depuis 5 ans maintenant, du séminaire, vous pouvez également accéder directement par la page d'accueil de RAMA et vous arrivez ensuite sur la liste des différentes séances pour les visionner. Et je tiens également à signaler plus bas sur la page, là je n'ai pas fait la capture d'écran, mais vous avez également les liens vers plein d'autres bases de données, parfois étrangers, allemands, mais pas seulement, et bien sûr vers la base du M2RS et la base de la CIVS, par exemple, pour avoir encore plus d'informations. Et il ne veut pas... Si, là, il veut. Alors, j'essaye de faire rapidement, si je trouve ma page, pardon. Oui, je voulais quand même vous illustrer notre travail en prenant un exemple concret d'un acteur qui a sa notice dans la base. Comme je l'ai indiqué, le matériau d'archives consulté par les équipes et par les auteurs contient souvent des données privées et sensibles. Nous avons donc procédé avec la plus grande attention, une extrême prudence, un grand respect historico-critique. Je reviens là-dessus, voilà. Il ne s'agissait pas pour nous de créer une base de données des coupables, mais bien de se confronter historiquement aux différentes zones grises et aux multiples nuances d'une question très complexe, et de mettre à jour ces structures et soumettre les sources à un questionnement critique. Et pour cela, j'aimerais vous parler d'un de ces acteurs, Jean Lenthal, à la fois acteur et victime. Le destin de ce marchand et artiste Jean Lenthal
illustre à quel point la collaboration entre les acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation fut complexe, forcée et conditionnée par la politique antisémite de l'époque. Né de parents juifs à Vienne en Autriche, Hans Lehnthaal s'installe vers 1934 à Paris. On ignore le début de son activité en tant que marchand d'art. À notre connaissance, Lehnthaal n'avait ni galerie, ni commerce de chambre, ni d'adresse professionnelle à son nom. L'information sur son activité de marchand d'art à Paris est remontée à la surface suite à la découverte des archives privées d'Hildebrand-Gurlitt chez le fils de ce dernier en 2012. D'après les livres de comptes du marchand d'art allemand Hildebrand-Gurlitt, Jean Lehnthaal aurait été très actif pendant la guerre. D'après cette source, ce dernier aurait notamment acheté en juin 1942 des œuvres d'art au prix de 91 727 Reichsmark à Lehnthaal. En détail, Lehnthaal aurait vendu le 20 juin 1942 un dessin de nu de Despiau, des aquarelles de Manet, Cross et Jonkin. Je vous montre, voilà ici le livre de comptes de Hildebrand-Gurlitt. D'autres dessins de Cézanne, Millet, Matisse, Rodin, Daumier, ainsi qu'une huile représentant un paysage avec rivière de Sisley, une autre peinture à l'huile de Toulouse-Lautrec représentant une loge de théâtre, une toile de Renoir. Ni les prix, ni les sujets, ni la taille des œuvres sont indiqués en détail dans ce livre de comptes. Seul le nom Jean Lehnthaal, Paris, est mentionné comme vendeur dans cette source d'archives. Je vous montre ici donc l'extrait du livre de comptes d'Hildebrand-Gurlitt, librement consultable sur le site du Bundesarchiv Koblenz. Ça, c'est important à mentionner, notamment pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Koblenz. Tout ça, c'est donc aujourd'hui numérisé et librement consultable sur le site du Bundesarchiv Koblenz. Donc voilà. Et nous avons également trouvé des informations dans le rapport final du service secret américain, l'OSS Art Looting Investigation Unit, donc ce service qui a enquêté après la guerre pour retrouver les œuvres spoliées. Là, le nom Jean Lehnthaal, on trouve son nom à l'adresse 32 avenue Matignon à Paris, est également donc bien mentionné. Et d'après cette source, ce sont les papiers de l'entreprise de transport Schenker qui auraient indiqué que le dernier avait vendu des œuvres d'art aux acheteurs allemands. Cependant, la découverte d'un deuxième fonds d'archives de la succession Gurlitt dans sa maison de Salzbourg en 2014 jette une toute autre lumière sur la soi-disant activité du marchand Jean Lehnthaal. La correspondance après-guerre entre ce dernier et Gurlitt, alors ça, malheureusement, je n'ai pas la photo, donc on reste sur cette image. La correspondance après-guerre entre ce dernier et Gurlitt, trouvée à Salzbourg, dévoile que Lehnthaal avait accepté d'être l'homme de paille afin de cacher les véritables vendeurs d'art sous l'occupation. Menacé suite aux lois antisémites sous le régime de Vichy, il a été protégé par Gurlitt, mais au prix de servir comme prête-nom et pour faciliter les affaires du marchand allemand. Malgré ses contacts, Lehnthaal est arrêté à Paris en 1943 et déporté au camp de concentration. Il survit les camps, mais est inquiété à son tour à Paris par les enquêteurs qui trouvent son nom en lien avec le marché de l'art pendant la guerre. En août 1947, la victime de la Shoah, Jean Lehnthaal, demande donc à Hildebrand-Gurlitt une déclaration officielle le déchargeant. Il écrit « Cher docteur Gurlitt, vous serez étonné d'avoir de mes nouvelles. Vous pensiez probablement que j'étais mort. » Je reviens peut-être sur ça, son portrait. Vous saurez que j'ai été arrêté en septembre 1943 et que j'ai connu entre autres Auschwitz, Sachsenhausen, Mauthausen et Ebensee, où j'ai ensuite été libéré par les Américains le dernier jour de la guerre. Mais la raison principale de ma lettre aujourd'hui est un désagrément que j'ai ici et pour lequel vous seul pouvez m'aider, et je l'espère vivement, vous le ferez. Rappelez-vous qu'au début de l'année 1943, vous avez acheté un assez grand nombre de tableaux et de dessins impressionnistes à différentes personnes qui, pour des raisons fiscales, ne voulaient pas vous donner de facture. Vous vous êtes alors adressé à moi pour que je signe cette requête à la rue de Grenelle et que je fasse en quelque sorte office de vendeur. J'ai expliqué aux autorités locales que vous étiez un ami avec moi depuis longtemps avant la guerre, que vous étiez parfaitement au courant de ma situation, que vous m'aviez beaucoup aidé et que vous m'aviez couvert de la manière plus aimable que soit face aux nazis. Que pour toutes ces raisons, je n'ai pas voulu refuser cette demande et que devant la protection industrielle, j'ai donc agi en tant que vendeur de ces tableaux sur lesquels non seulement je n'ai rien gagné, mais que je n'ai personnellement jamais vu. Fin de citation.
Cette lettre montre à la fois la proximité presque amicale entre les deux hommes, mais nous indique également que le principal indice pour l'activité sur le marché de l'art français de Jean Lintal pendant l'occupation ne peut être retenu. Le fait que Gurlitt ait établi rapidement et sans protestation la déclaration demandée peut être considéré comme un signe clair que l'objection de Lintal était justifiée et que toutes ces transactions pour lesquelles il aurait été le vendeur n'ont pas été effectuées par lui. Hildebrand Gurlitt déclare le 26 septembre 1947 que Lintal lui avait signé la facture afin d'obtenir l'autorisation de sortie pour un ensemble d'œuvres d'art qu'il lui-même avait acquis fin 1942 ou début 1943 dans un hôtel à Paris auprès des commissionnaires, et ceci en acte amical et sans toucher de l'argent. Sa déclaration ne dévoile cependant ni les véritables vendeurs, ni les indices permettant d'identifier les œuvres en question. Et je vous montre encore quelques pièces d'archives qui montrent bien le contexte dans lequel tout ça s'est déroulé. Donc, Lintal, comment il a été arrêté? Donc, c'était une nouvelle source d'archives françaises qui témoigne avec froideur de la cruauté administrative de l'arrestation de Jean Lintal, qu'on trouve donc aux archives de la préfecture de la police, que j'ai déjà mentionné. Je cite ce document que vous voyez à l'écran, numéro 87, 28 septembre 1943, 19h50, commissaire 8e police municipale, j'envoie au dépôt les Juifs Lintal Hans, né le 18 décembre 14 à Vienne, Autriche, de nationalité autrichienne, peintre, célibataire, demeurant 6 Montalivet, 8e, arrêté ce jour par police des questions juives sur ordre des autorités allemandes en vue de son internement. La suite de son calvaire est connue. La chercheuse israélienne Jedith Chanda a retracé minutieusement les étapes de son internement et de sa déportation. Après avoir passé 8 mois dans le camp d'internement français de Drancy, Jean Lintal est déporté le 20 mai 1944 avec le transport 74 de Bobigny au camp de concentration Auschwitz. La majorité des 1200 déportés du transport est immédiatement envoyée aux chambres de la mort. Les autres sont sélectionnés pour effectuer du travail forcé. Donc vous voyez à l'écran la fiche d'interné Lintal à Mauthausen. Lintal reste environ 6 mois à Auschwitz, où il travaille comme Hilfsarbeiter, travailleur auxiliaire. Il est ensuite transféré au camp de Sachsenhausen, où il est enregistré comme Kunstmaler, peintre, le 25 novembre 1944. À partir du juillet 1944, il travaille dans le Pflanzenzucht Reisko, culture des plantes, un commando spécialisé dans la culture du caoutchouc naturel. Mais ce sont ses capacités artistiques qui finalement le sauvent en quelque sorte. Dès janvier 1945, Lintal est interné au camp de Mauthausen et par la suite au Sully-Ebensee afin de participer à la fameuse opération Bernhardt, un projet visant à falsifier des billets de banque britanniques et de dollars américains. Il est alors attaché à la RSHA Druckerei, l'impression de l'Office central de la sûreté du Reich. Et je reviens sur le portrait de Lintal. Donc c'est un document rare, un portrait de Hans Lintal peint à Mauthausen par son co-détenu Leo Haas. On montre bien cet homme avec un regard désespéré et triste. L'illustrateur artiste allemand Leo Haas était lui-même interné depuis 1939. Il est aujourd'hui connu pour avoir effectué de nombreux dessins en cachette afin de témoigner de la vie et des horreurs des camps de concentration. La petite aquarelle que vous voyez à l'écran représentant donc Lintal est aujourd'hui conservée au musée d'art de Yad Vashem en Israël. D'autres lettres rédigées par Lintal en 1947 et adressées à Hildebrand et Hélène Gurlitt, son épouse, laisse soupçonner qu'une certaine collaboration commerciale entre le marchand allemand et Lintal, retourné vivre à Paris, donc lui qui est retourné vivre à Paris, perdure et reprend dans la période après-guerre. Hildebrand Gurlitt note l'adresse de Jean Lintal à Neuilly dans son agenda de l'année 1948. Et d'après l'agenda d'Hélène Gurlitt, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises en 1953 lors d'une visite à Paris. Nous ignorons en revanche les détails de leurs échanges. Aucune transaction d'œuvres d'art de cette année-là n'est connue. C'est ce qu'on peut dire cependant, ce que les mêmes réseaux, en tout cas pour ce cas ici, qui existaient avant la guerre, continuent à fonctionner pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Donc, je termine juste pour souligner aussi notre coopération, et notamment avec David Zivie et la mission, la M2RS, qui continue le travail sur le site Rose Vallon, que vous connaissez tous, et donc qui indique les provenances des MNR. Et alors, ce qu'on a essayé de faire, donc Eric l'a réclamé, on a essayé de le faire dans la mesure du possible, dans nos textes, de faire les liens vers les objets concernés. Et donc, pour l'ENTAL, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisse découvrir ça sur le site parce que le temps avance, mais en tout cas, on mentionne régulièrement et on fait le lien vers les MNR concernés. Donc là, il s'agit de 3 MNR qui seraient passés dans les mains de l'ENTAL et sur lesquels donc, la mission et les prédécesseurs aussi ont déjà travaillé. Et donc, vous trouvez toutes les informations concernant le parcours de ces œuvres sur le site Rose Vallon. Et donc voilà, c'est peut-être un début, mais en tout cas c'est un lien, une coopération qui est très important pour nous et qu'on essaie de mettre en place à chaque fois quand c'est possible. Et je termine, si je trouve mon... Oui. Donc voilà, donc c'était un exemple d'un parcours assez atypique peut-être, mais qui montre aussi que voilà, on tenait beaucoup à montrer toute la complexité, toutes les zones grises aussi de cette période. Et également, ce qui est très troublant évidemment pour la recherche de provenance, qu'on ne peut pas se confier vraiment toujours, même aux sources, même ce sont des sources primaires, comme le livre de stock que je vous ai montré de Gourlit. Donc il faut continuer à questionner, à revenir à chaque fois aussi sur les résultats de sa propre recherche. Je vous laisse découvrir les 200 autres notices biographiques ainsi que les articles thématiques publiés dans Rama. Et j'ai le grand plaisir de passer la parole maintenant à Camille Freiermuth. Camille nous accompagne depuis plusieurs années. Elle a été monitrice, autrice et enfin collaboratrice du projet Rama. Et elle a assuré la mise à jour de la base depuis août, l'enrichissement des notices et la réalisation des projets de data visualisation, un nouvel élément développé en collaboration avec le service numérique de la recherche de l'INHA et publié tout récemment. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous, merci Inès, merci David de me permettre de parler ce soir. Le service numérique de la recherche m'a chargé de présenter le travail mené en coopération avec l'équipe de recherche du programme Rama pour la visualisation des données qui constituent la base. J'attends juste mon PowerPoint, si possible. Donc je remercie Federico Noura, le chef du service numérique de la recherche de l'INHA, Chloé Pochon, Michel Galdemar, chargé de ressources documentaires et numériques, pour leur soutien et leurs efforts durant ces mois de travail. Au début. Donc voilà. Pour pouvoir expliquer clairement le travail qui a été réalisé pour la visualisation des données, il faut revenir aux origines du projet. Donc, je vais reprendre les mots de Federico Noura, qui avait réalisé une présentation assez claire de la base de données et de ses enjeux au moment du lancement de la base de données le 3 décembre 2021. Je vous invite, si vous n'avez pas assisté au lancement, à écouter son intervention sur la chaîne YouTube de l'INHA en ligne. Donc, les modules que je vais vous présenter dans un second temps prennent leur source dans les données hébergées sur la plateforme de données de recherche de l'INHA qui s'appelle Agora. Donc, la base Rama est l'une des bases de données qu'on pourrait qualifier d'hybride. En effet, elle combine à la fois des données structurées factuelles, donc comme celle-ci par exemple, que l'on peut relier par exemple à des thésaurus, à un volet éditorial complexe constitué par des articles biographiques qui ont été rédigés par près de 80 auteurs du monde entier. Cette plateforme hybride permet donc à l'utilisateur d'accéder à l'information par plusieurs points d'entrée, à la fois les données structurées qui permettent de sourcer le contenu des notices biographiques et ces mêmes notices biographiques rédigées par des spécialistes dans lesquelles on retrouve le lien vers les données structurées qui permettent ainsi une navigation fluide entre les deux facettes de la base. Il semblait nécessaire à l'équipe de recherche du programme et au service numérique de la recherche de pouvoir visualiser et vraiment mettre en lumière la masse incroyable de données fournies par tous les auteurs.
Et c'est cette volonté qui constitue donc ce qu'on pourrait appeler la deuxième phase du programme. Donc cette deuxième phase se compose de 2 projets simultanés. La publication d'un volet d'articles thématiques, que je laisse le soin à ma collègue Cécile de vous présenter juste après, en compagnie de certains des auteurs de ces articles. Et donc le second projet, c'est donc l'exploitation de la base de données pour produire des modules de data visualisation qui constituent aussi un point d'entrée dans l'accès aux informations de la base de données. Donc on a créé 2 modules de data visualisation propres à Agora et un 3e module un peu plus spécifique qui est externe aux données d'Agora. Donc ma collègue Chloé Pochon a réalisé une carte qui met en avant les adresses indiquées par les auteurs dans les données structurées. On retrouve donc les adresses privées des acteurs, mais aussi les adresses publiques, par exemple les adresses de leur galerie. Pour attribuer des couples de données géographiques aux adresses françaises, elle a utilisé la base des adresses nationales, la BAN. Pour les adresses non françaises, elle a utilisé la base Nominatim. Et dans les cas où il n'y avait pas d'adresse ou en tout cas de résultat, elle a utilisé Géocode XYZ. Et le cas échéant, elle a utilisé les coordonnées de la ville qui étaient signalées sur Agora. Outre les adresses, on a choisi d'afficher sur la carte, donc dans une infobulle que vous voyez juste sur le PowerPoint, le nom de la personne qui habitait à cette adresse, sa photographie si on l'avait, la période durant laquelle elle y a résidé, son ou ses activités professionnelles, et bien sûr le lien toujours vers les données structurées sur Agora. Un plan d'époque de la ville de Paris, daté de 1944, a été ajouté à la carte afin de permettre aux utilisateurs de voir les noms de rues d'époque à cette date. Je remercie d'ailleurs Isabella Di Leonardo de l'École fédérale polytechnique de Lausanne, mais aussi Carmen Brando de l'EHESS, Éric Mermet du CNRS et tout particulièrement Éric Grosso de l'Université d'Édimbourg pour leur aide dans la mise en place de ce plan. Donc ce plan peut être affiché en transparence grâce à un curseur sur la droite de la carte. Et juste à côté de ce curseur, je ne sais pas si c'est très visible, on a ajouté un filtre pour afficher les adresses uniquement associées aux années charnières du programme, donc 1940-1945. La carte, évidemment, est interactive et renvoie directement aux données structurées sur Agora. Le second module de data visualisation, c'est un graphe de réseau entre les acteurs du programme, donc qui permet de voir tous les liens qui lient les acteurs entre eux et qui sont encore une fois décrits dans les données structurées sur Agora. Il s'agit ici du résultat d'un important travail de développement. Chloé a utilisé le logiciel Gephi et son extension Sigma pour réaliser ce module. À nouveau, le graphe est interactif, donc on peut isoler par exemple un acteur et voir uniquement son réseau. Et donc certaines informations apparaissent dans le panneau latéral au clic, par exemple le nom de la personne, encore une fois son ou ses activités professionnelles, ainsi que la liste des personnes avec lesquelles il est en rapport. Et ces noms sont eux-mêmes cliquables et qui permettent en fait de rebondir d'un réseau à un autre et évidemment d'accéder aux données structurées sur Agora. Enfin, certains des articles thématiques qui ont été publiés tout récemment sur la base de données ont été enrichis par des modules de data visualisation, mais externes à Agora. Donc, il s'agit de 2 frises chronologiques, ou timelines, qui ont été ajoutées aux articles de Claire Andrieux, Xavier Perrault et Rémi Houlion. Donc, les 2 premiers articles sont complétés par une frise qui regroupe les dates charnières de la restitution et de l'indemnisation des biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que l'article de Rémi Houlion, lui, est complété par une frise qui regroupe les principaux textes de loi relatifs à l'épuration des acteurs du marché de l'art. Les données, comme elles n'étaient pas présentes dans Agora, on a dû les compiler dans un fichier Excel que vous voyez juste à côté. Et c'est pourquoi voilà, c'est complètement externe à Agora et ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait sur les 2 autres modules. Mais comme pour les autres modules, la timeline est dynamique et on peut passer d'un événement à un autre et à chaque fois l'événement est accompagné par un texte explicatif. Le résultat de ces échanges entre l'équipe de recherche du programme et le service numérique de la recherche n'est pas seulement un gadget qui sert d'illustration à la base de données, il s'agit d'un véritable outil de compréhension et d'ouverture de la connaissance et des informations au-delà des spécialistes.
Ces outils sont mis à la disposition de toutes et tous, spécialistes comme néophytes, et il faut souligner que les données peuvent être récupérées et téléchargées par des spécialistes en humanité numérique pour une exploitation complètement différente ou autre que celle-ci. Cette notion fondamentale du partage de la connaissance est au cœur de la charte pour la science ouverte dans laquelle s'est engagé l'INHA. Ainsi, la mise à disposition des données aux spécialistes du domaine informatique contribue à trouver des formes de représentation plus adéquates et pour que tout le monde puisse s'en emparer. Dans cette même volonté de la charte pour la science ouverte, il a fallu illustrer les nouveaux articles thématiques et donc on a dû trouver des images libres de droit. Donc je me dois de saluer plusieurs personnes qui ont gentiment accepté de céder les droits d'un certain nombre d'images que vous retrouverez donc dans les nouveaux articles. Je remercie Alexandra Fleury, chargée de mission au domaine national de Chambord pour la carte des dépôts qui ont abrité les collections françaises entre 1939 et 1945 et pour son aide dans l'obtention des photos de Chambord pendant l'occupation qui sont conservées aux archives nationales. Donc ces photos-là, vous les retrouverez dans l'article d'Arnaud Bertinet. Je remercie également Dorothée Boichard et Lior Lalieu Smadja du service de la photothèque du Mémorial de la Shoah pour les photos du dépôt d'Offenbach. Juliette Robin du service du patrimoine à la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art pour les ex-libris qui ont été retrouvés à l'occasion d'un travail sur les collections spoliées de la bibliothèque. Ces photos-là se trouvent dans la notice de Martine Poulain. Et je remercie évidemment les auteurs des textes thématiques qui nous ont également fourni des illustrations, donc Arnaud Bertinet, Jean-Marc Dreyfus, Arnaud Manas et Stéphane Martens. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Bien, il fonctionne? Oui, formidable. Donc avant de dialoguer avec Martine Poulain à ma droite et Arnaud Bertinet à ma gauche, puisque nous allons avoir un moment d'échange, je voulais vous en dire un petit peu plus sur ces articles thématiques dont vous avez entendu parler à plusieurs reprises, vous dire un petit peu en quoi consiste le sommaire de ce petit ouvrage, puisque finalement c'est de ça dont il s'agit, que nous avons publié sur la page Rama. Vous trouverez l'ouvrage qui comporte 11 textes synthétiques sous un onglet « Articles thématiques » qui est bien visible sur la page d'accueil. Alors, très rapidement, de quoi s'agit-il? Nous avons donc plusieurs textes. Je vais les présenter dans un ordre, on va dire, logique, plutôt que par ordre alphabétique des auteurs. Donc, le premier à mentionner, dans le sens où c'était un texte de cadrage très utile, est dû à Stéphane Martens, que vous connaissez, qui est le grand spécialiste de l'histoire du Troisième Reich, de Vichy et de la vie dans la France occupée, qui nous a donc fait une synthèse sur les institutions et les acteurs nationaux socialistes dans le contexte des spoliations en France sous l'occupation. Un texte très utile pour comprendre comment a fonctionné le pillage des biens culturels dans la France occupée et qui renvoie à nombre de notices du répertoire. Ça sera le cas avec d'autres textes dont je vais vous parler. C'était aussi un enjeu pour nous en passant ces commandes de texte. Ce sont des outils de navigation, en fait, à l'intérieur de la base personne, qui est la base Rama. On est parti du principe que lorsqu'on consulte Rama, les personnes qui ne sont pas spécialistes cherchent quelque chose, mais elles ne savent pas forcément comment s'orienter. Donc c'est aussi le but des réseaux que vous a présenté Camille, de la carte, que de pouvoir ricocher d'un acteur à l'autre, et des textes. Nous avons également un texte d'Elisabeth Furtwängler, que vous connaissez puisqu'elle a été nommée à plusieurs reprises, qui était l'alter ego d'Inès Rotermund à Berlin,
qui nous a écrit une synthèse sur le rôle des musées allemands comme acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation. Un sujet dont elle est devenue spécialiste, en fait. Elle rappelle et elle explique comment le marché, à cette période-là, a non seulement été orienté par le musée du Führer à Linz, ou par la prédation de Göring dans sa propriété de Carinol, mais comment les musées, notamment les musées rhénans, ont acquis quantité d'œuvres d'art, parmi lesquelles de nombreuses ont été restituées, mais parmi lesquelles figurent aussi de nombreux MNR, tandis que d'autres se trouvent toujours dans les collections berlinoises. Nous avons un texte, je dois dire, particulièrement utile à nous, historiens de l'art, qui sommes parfois un petit peu loin des mécanismes du commerce et de l'histoire financière, sans lesquels, pourtant, il est extrêmement difficile de comprendre cette période. Ce texte, on le doit à Arnaud Manas, que je salue, puisqu'il est parmi nous, qui est directeur du service du patrimoine et des archives à la Banque de France. Il est notamment l'auteur du livre « L'or de Vichy », paru en 2016. Il y est question des mécanismes monétaires et financiers des spoliations, en particulier des fameux RKKS, cette monnaie d'occupation qui permet de reporter d'un point de vue financier les besoins allemands sur le territoire occupé, c'est-à-dire une sorte de monnaie de singe, accréditée selon l'expression de René Stédillot, qu'Arnaud Manas affectionne particulièrement, une monnaie accréditée donc uniquement par les mitrailleuses de la Wehrmacht. Nous explique aussi le système du clearing, c'est-à-dire un système de compensation, un mécanisme qui conduit à faire financer sans limite par le Trésor français les importations allemandes. Et enfin, il traite aussi des frais d'occupation, comme vous le savez, complètement surévalués, si bien que, je le cite, disposant de ressources illimitées, l'occupant a pu acheter à des prix de marché, voire au-dessus, des œuvres d'art à des vendeurs dépourvus d'autres ressources, ce qui explique en partie les prix très élevés tels que ceux qu'Inès a mentionné tout à l'heure. On a entendu Arnaud Manas dans le cadre de ce séminaire le 16 mars 2022. Moi aussi, je suis bloquée sur les années 1900, je crois que c'est... Nous avons enfin un texte, et c'est un point fort, je crois, de ce volume que d'avoir su croiser les approches, les savoirs. Donc on a un texte d'histoire monétaire et financière, et nous avons un texte dû à un juriste, Rémi Houlion, plutôt un historien du droit, c'est pas exactement la même chose, qui est professeur à l'université Clermont-Auvergne et qui traite de l'épuration des acteurs du marché de l'art, en nous expliquant d'abord le volet pénal, ensuite comment s'est déroulée l'épuration économique et celle des acteurs de la collaboration du marché de l'art. Il en arrive à cette conclusion. Le marché de l'art ne constitue pas une anomalie dans le paysage global de l'épuration. Il reflète les mêmes indulgences, la même volonté de déplacer les sanctions sur le terrain fiscal plutôt que moral ou pénal. Seul diffère un entre-soi protecteur, peut-être plus net que dans d'autres corps professionnels. Nous avons un autre texte d'un historien du droit, qui est Xavier Perrault, qui est professeur d'histoire du droit également, qui traite d'une approche juridique de la restitution des biens culturels spoliés en France. Donc vous aurez tous les détails sur l'ordonnance du 21 avril 1945, tous les détails sur le rôle de l'Office pour les biens et intérêts privés, la commission de récupération artistique, mais pas seulement, puisque son texte a ce grand mérite de traiter la question jusqu'à aujourd'hui, d'un point de vue juridique. Face à ça, un pendant à cette question des restitutions, mais alors là, d'un point de vue social et historique, par Claire Andrieux, qui est professeure émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po, la grande spécialiste de l'occupation et de la libération que vous connaissez tous, qui donc s'est penchée sur une approche sociale et historique de la restitution des biens juifs spoliés sous l'occupation. Elle délimite deux grands cycles de restitution. Le premier, français, qui s'étale à peu près de 1944 à 1954,
puis un cycle allemand de 57 aux années 70, et enfin un deuxième cycle qui dure toujours aujourd'hui, depuis 1995, à une époque donc où la conscience du génocide est devenue un fait majeur. Et nous avons également des textes plus centrés sur des études de cas, mais qui permettent de naviguer dans un vaste paysage. Je pense notamment au texte de Jean-Marc Dreyfus, donc, qui est historien, professeur à l'université de Manchester, spécialiste des aspects économiques de la Shoah, des spoliations et des restitutions, et qui s'est penché sur le procès intenté par Paul Rosenberg, dont on parlait tout à l'heure, à Theodor Fischer et Emil Bürl en Suisse, un procès qui s'est étalé de 1946 à 1952, dont il donne tous les détails, et suite auquel tous les tableaux réclamés furent restitués. Donc c'est aussi très intéressant pour comprendre la législation suisse concernant les spoliations et leur restitution. Ensuite, nous avons les contributions d'Inès et de moi-même. Donc Inès a écrit un texte sur la vente Fischer, la vente de Lucerne en 1939, mais qui est une vente connue, mais que vraiment, elle restitue, elle relie complètement à nouveaux frais. Et moi-même, j'ai écrit un texte sur le rôle des artistes d'avant-garde dans la circulation de leurs œuvres et de celles de leurs amis aux abords d'eux et pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, pour ce qui est de la présentation du sommaire. Nous allons pouvoir maintenant entamer la discussion avec deux auteurs dont je n'ai pas parlé des textes. Je vais le faire maintenant. Premièrement, je vais vous poser quelques questions, Martine, après vous avoir présenté. Donc, Martine Poulain, vous êtes conservatrice générale des bibliothèques honoraires. Vous êtes chercheuse associée au centre Gabriel Naudet de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la fameuse ENSIB. Vous êtes par ailleurs habilitée à diriger des recherches en sociologie. Vous avez dirigé le service des études et de la recherche de la BPI, été rédactrice en chef du Bulletin des bibliothèques de France, dirigé la bibliothèque de l'INHA. Parmi vos nombreuses publications, vous êtes l'autrice de l'ouvrage de référence sur le pillage des bibliothèques, qui s'intitule « Livres pillés, lecture surveillée, les bibliothèques françaises sous l'occupation », paru dans la collection Folio donc de Gallimard en 2013. Martine, vous nous avez donc écrit une synthèse qui est le résultat d'années et d'années de recherche sur la spoliation et la restitution des bibliothèques. Vous y indiquez qu'on estime, à la louche, parce que c'est une question très difficile à trancher, que le nombre de livres spoliés en France, dans les bibliothèques privées, se situe à minima à 5 millions de volumes et peut-être à 10 millions. C'est donc un phénomène massif, énorme. Ma première question, c'est comment en êtes-vous à travailler sur ce sujet de la spoliation des bibliothèques sous l'occupation? Comment avez-vous découvert l'ampleur du phénomène? Merci Cécile. Je vais me permettre un petit correctif parce que le sujet du livre, justement, au départ et pendant plusieurs années, n'a pas été les spoliations des bibliothèques, mais l'histoire des bibliothèques sous l'occupation, et plutôt des bibliothèques publiques, puisque les privées, c'est encore une autre histoire. Et donc, j'ai travaillé, par exemple, sur l'histoire de la Bibliothèque nationale, sous l'occupation de beaucoup de bibliothèques, en province, etc. Et mon sujet, au départ, et pendant plusieurs années, puisqu'effectivement, pour des raisons que tout le monde connaît ici, ça m'a pris 10 ans, était plutôt sur l'histoire des bibliothèques sous l'occupation, avec voilà, les effets sur la censure, sur les propositions, sur les acquisitions, enfin bon, sur tous les sujets. Et au milieu, un gros paquet intéressant était sur l'histoire de la Bibliothèque nationale, qui a été dirigée par un professeur au Collège de France, américaniste distingué, et par ailleurs collaborateur, qui s'appelait Bernard Failly. Et c'est très tardivement, pendant l'écriture les recherches pour ce livre, et à ma grande honte, encore aussi intense aujourd'hui, que j'ai découvert
moi qui exerçais une grande partie de ma vie dans les bibliothèques, avait donc les raisons à la fois comme intellectuelle et comme professionnelle de m'intéresser d'être sensible à ce type de sujet, que j'ai découvert que des milliers de bibliothèques privées avaient été spoliées, d'abord en ayant recours aux archives nationales, puisque à l'époque, les archives diplomatiques, à la différence d'aujourd'hui, n'étaient pas très ouvertes aux chercheurs. Or, les archives diplomatiques sont encore beaucoup plus riches sur ce sujet que sur d'autres. Donc, ça a été une découverte fondamentale. Je pense que voilà, s'il y avait eu des travaux, des publications, j'aurais pu les connaître et qui m'interrogent encore aujourd'hui. Alors bon, je ne vais pas discuter là des raisons. C'est évident que si on reprend les termes de Bourdieu, il y a une hiérarchie dans les arts, dans la perception des arts, qui est une hiérarchie financière, mais aussi symbolique, et que nous autres livres, à part les manuscrits et certains documents précieux, sommes plutôt du côté du multiple que de l'unique, ce qui entraîne mécaniquement un abaissement des coûts, mais au-delà un abaissement des estimations, mais au-delà et j'ai vraiment regardé autour de moi plusieurs descendants de spoliés, amis ou relations, et tous se souvenaient de la spoliation des œuvres d'art, même quand il y en avait peu, puisqu'il n'y a pas eu que des grands collectionneurs spoliés, et aucun n'avait souvenir de la bibliothèque, ce qui n'est sans doute pas le cas, à mon avis, des ayants droit, des grands intellectuels de l'époque, qui, je pense à Marc Bloch et à tant d'autres, qui ont été spoliés de bibliothèques très importantes, avec y compris parfois, et ça c'était vraiment déchirant dans les témoignages, et leur catalogue, c'est-à-dire à l'époque des cartons à chaussures avec les fiches de leurs livres, et souvent des manuscrits. Donc il a aussi fallu qu'ils réécrivent leurs propres œuvres et en n'ayant plus de documentation. Donc il m'est apparu un sujet qui, sur le plan symbolique, en tout cas, a une importance aussi capitale, voire plus, enfin, sans vouloir comparer les choses, parce que socialement, quand même beaucoup plus réparti dans la population française, puisqu'il y avait de grands... Bon, dans l'ordre des spoliations, on va retrouver les grands collectionneurs, les possesseurs de très grandes bibliothèques, etc. Mais au fur et à mesure de l'avancée de l'occupation et à partir de 1942, c'est là aussi la bibliothèque et les 4 livres, ou peut-être plus, d'un tailleur de l'immeuble où j'habite, et c'est la vérité, qui a été spolié. Donc, ça a une certaine importance aussi, bien sûr, pour tout le monde, puisqu'il y a des livres de référence pour la population entière. Donc c'est un traumatisme, mais qui n'est apparu que tardivement, ou qui ne peut être pensé que tardivement, parce qu'aussi, une bibliothèque, ça se refait plus facilement qu'une collection, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la mémoire n'en a pas été transmise, cette question donc du multiple et du moindre coût de l'achat de livres pour une bibliothèque. Merci pour votre réponse. Vous avez quand même fait beaucoup pour que, on va dire, pour que la situation évolue. Vous n'avez pas seulement écrit ce livre. Parmi vos nombreuses actions, vous avez créé une base de données qui est consultable sur le site du Mémorial de la Shoah, qui, sauf erreur de ma part, recense 2250 personnes et 410 institutions, auxquelles ont été restitués ou attribués 555 000 livres ou périodiques ou manuscrits, puisque, comme vous le disiez, les bibliothèques contiennent des manuscrits ou bien documents iconographiques, archives. D'autre part, en 2015, vous avez invité les bibliothèques publiques à rechercher les dépôts de livres spoliés que vous aviez vous-même identifiés, livres spoliés que vous appelez, entre guillemets, les MNR des bibliothèques. Pouvez-vous nous dire un mot de ça et répondre à la question « Où en est-on aujourd'hui » ?
Oui, il y a donc deux grands aspects dans votre question. D'une part, la base de données, donc pour les raisons que j'ai indiquées, et puis c'est quand même, il fallait retourner voir une centaine de cartons aux archives diplomatiques, etc. Donc j'ai fait après, avec le soutien de beaucoup d'institutions, et cette base sous une forme PDF, elle est aussi sur le site de la Commission française des archives juives, qui a été une des premières à aider à ce projet. Et alors là, c'est intéressant aussi parce que, vous voyez, 550 000 livres, quand moi j'estime qu'au moins 5 millions de livres ont été spoliés, et peut-être 10, c'est pas moi qui l'estime, hein, c'est d'après les écrits de la bibliothécaire qui s'est occupée des restitutions, notre Rose Valland à nous dans les bibliothèques, qui s'appelle Jenny Delceau, qui était bibliothécaire à la Sorbonne et qui pendant 5 ans a animé la sous-commission des livres au sein de la commission de récupération artistique. Donc tous les schémas sont semblables, ou en tout cas proches. Et 550 000 livres, c'est ça, vous voyez, on peut imaginer 10% de ce qui a vraiment été spolié. Alors, 2 raisons à cela. D'abord, pour faire une demande de restitution à la Libération, il faut avoir un rapport très fort au livre, soit de collectionneurs, soit d'intellectuels, soit d'amateurs. Les gens à l'époque, d'abord, devaient, enfin, tout ce qu'on connaît pour les œuvres d'art aussi, devaient être revenus des camps, être vivants, avaient d'abord besoin de récupérer leur logement, etc., etc. Donc, il faut un rapport fort au livre, disons vital presque, pour faire un dossier, puisque l'administration française n'ayant jamais changé, elle demande aussi pour l'appartement, pour chaque bien spolié, des déclarations différentes, etc. Donc c'est extrêmement prenant et difficile. Donc, premier problème, il y a eu beaucoup plus de personnes spoliées que je ne peux en témoigner dans cette base de données, et beaucoup plus de livres aussi spoliés eux-mêmes et pas toujours restitués. Et puis il a fallu faire revenir ces livres d'Allemagne ou d'Autriche, bien souvent, très souvent en Autriche d'ailleurs. Ils ont subi eux-mêmes, hein, comme les œuvres d'art, des exodes successifs, surtout à partir de la fin 1942, où ils ont été envoyés à l'Est de plus en plus. Et puis il faut bien rappeler que l'Armée rouge a saisi un nombre très important de livres dans son avancée dans ce qui n'était pas encore l'Allemagne de l'Est, et que des centaines de milliers de livres, si ce n'est des millions français, sont encore dans les bibliothèques de Moscou, du Bélarus et de nombre, et de Tchéquie et Slovaquie ou ailleurs encore aujourd'hui, et que l'attitude n'a pas forcément encore évolué sur la question des restitutions, arguant du fait qu'eux-mêmes, par exemple, il ne restait rien de la Bibliothèque nationale du Bélarus, où on a fait un petit colloque pour échanger sur ces sujets. Donc on est loin, loin, loin du compte. Et puis votre deuxième question, pour aller très rapidement aux choses, effectivement, exactement comme pour la CRA, ces institutions ont eu 4 ans et demi, 5 ans maximum d'existence, puisqu'elles sont supprimées fin 1949, et encore après que sûrement les directeurs des Beaux-Arts et aussi Julien Quin, qui avait retrouvé son poste à la direction de la Bibliothèque nationale après avoir été lui-même déporté, réussissent à reculer de au moins 18 mois, voire 2 ans, l'interruption de la sous-commission des livres. Mais bon, il faut tourner la page, hein, c'est l'époque gaullienne, gaulliste, etc. Tout le monde résistant, tout va bien, on reconstruit, etc. Donc, la sous-commission des livres avait encore entre les mains plus de 700 000 livres. Et donc, il y aura 2 manières de s'en défaire. D'une part, elle crée, là aussi, exactement comme pour les musées, une commission de choix avec 2 types de collections, en fait. D'une part, des documents précieux,
mais aussi des documents que dans l'urgence, elle a pu facilement reconnaître, des livres de médecine, des livres de droit, des livres d'histoire de l'art, des livres en langue rare, etc. Et donc, elle va répartir ses collections, pas les 700 000, mais une partie d'entre elles, c'est-à-dire 15 500 documents entre 42 bibliothèques, non pas avec un commentaire et des notes d'accompagnement extrêmement justes pour l'époque, c'est-à-dire disant clairement aux bibliothèques que ce ne sont pas des dons, ce ne sont pas leurs collections. Je pense exactement comme pour les musées, c'est une attribution provisoire, qu'elles doivent le mentionner sur les documents, qu'elles ne doivent pas entrer dans leur collection, etc. etc. Donc ces circulaires sont vraiment très intéressantes sur la perception à l'époque de la dette à l'égard des gens poursuivis, décédés, spoliés, etc. C'est vraiment très intéressant. Mais malheureusement, dans toutes les bibliothèques, ou à peu près, cette mémoire, je pense notamment dans les années 60, s'est perdue. Parce que très souvent, alors, ce n'est pas moi qu'il faut louer pour ces listes, ce sont les archives nationales, parce que la chose extraordinaire et en même temps un peu inquiétante sur le temps qu'il a fallu pour s'en rendre compte, c'est qu'il suffisait d'aller aux archives nationales et il y avait toutes les listes de toutes ces attributions aux bibliothèques dans 2 cartons, avec les listes exactes, etc. Donc je me suis empressé, après la base de données, de publier un article à ce sujet dans la revue des bibliothèques, le bulletin des bibliothèques de France, et puis de contacter tous les directeurs, mes collègues, en leur disant, voilà, vous n'y êtes pour rien, parce qu'il y avait encore des gens qui avaient un peu peur à l'époque d'être mis en question. Cette mémoire s'est perdue, etc. Mais vous avez des collections, voilà la liste. Et donc aujourd'hui, il est temps d'identifier ces collections. Et voilà. Et donc après, on a créé un groupe de travail avec la M2RS et le service du livre et de la lecture pour poursuivre et amplifier un peu ce travail. Mais aujourd'hui, toutes les collections qui avaient été attribuées par les commissions de choix aux 42 bibliothèques sont traitées. Et ça a donné lieu à des recherches intéressantes. Mais en revanche, à côté, il a fallu donc que cette sous-commission des livres se débarrasse de près de 700 000 autres documents, en tout cas de plusieurs centaines de milliers. Et c'est l'administration des domaines, comme pour les œuvres d'art, qui a repris en charge cette dispersion. Et là, ces documents ont été vendus à très très bas prix à des bibliothèques nécessiteuses. Et on doit d'ailleurs à un de mes anciens collègues de la bibliothèque de l'INHA, Stefano Sereno, d'avoir aussi mis l'accent et recherché ces livres qui avaient été vendus à très bas coût ou attribués presque par les domaines. Voilà, très rapidement résumé cette fameuse histoire. Écoutez, très intéressant. Et puis, je pense que ça fait bien écho à l'article de Claire Andrieux sur la chronologie de la restitution, en fait. C'est très intéressant. Et je vais donc maintenant donner la parole à Arnaud Bertinet. Arnaud, tu es maître de conférence en histoire de l'art et du patrimoine à Paris 1. Tu travailles sur, notamment, parmi de nombreuses choses. Pour le résumer, tu travailles sur le processus de patrimonialisation et l'étude des acteurs du monde culturel. À l'origine, tu étais spécialiste des musées sous Napoléon III, qui ont fait l'objet de ta thèse publiée. Et puis, tu t'es un petit peu déplacé dans le temps, si on peut dire. On s'est connus, toi et moi, dans un postdoc. On faisait le même postdoc. Toi, moi, je travaillais sur l'histoire du Musée national d'art moderne pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je venais de finir ça. Et toi, au contraire, tu travaillais sur le Musée national d'art moderne, mais quand il était vide. Pourquoi ? Parce que tu es devenu le spécialiste de la question des évacuations
qui t'occupe encore aujourd'hui, et je pense que tu vas nous en dire quelque chose, parce que c'est une recherche de longue haleine. On te doit donc notamment un texte paru dans les Cahiers du Cap en 2015, Évacuer le musée, entre sauvegarde et histoire du goût, 1870-1940. C'est donc cette recherche qui s'est développée. Est-ce que tu pourras nous dire un mot de ce développement, de tes recherches actuelles, et, même question qu'à Martine, nous expliquer comment tu en es venue à travailler à ce sujet et d'où vient ton intérêt pour la Seconde Guerre mondiale? Parce que j'ai oublié de dire peut-être l'essentiel, c'est que ton article dans notre volume dresse un portrait extrêmement synthétique, c'est ciselé, des musées nationaux sous l'occupation. Merci. Alors, c'est aussi un peu deux questions en une. Ouais. Hein. Merci Cécile. Alors, l'article est ciselé et synthétique parce que la commande était d'être ciselé et synthétique, et c'est pas un article, mais des livres qu'il faudrait pour l'histoire des musées durant la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, peut-être. Commençons par là, si tu veux. Vous voyez, non. Pourquoi il faudrait des livres? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, à écrire, parce que malheureusement, il y a certes un effet d'écran avec l'histoire des évacuations qui sont maintenant un peu connues, mais il y a énormément d'autres choses à raconter sur l'histoire des musées, puisque les musées, certes, ont évacué, mais ont continué à avoir un quotidien durant la guerre. C'est un quotidien qu'on connaît beaucoup moins bien. Alors, il y a des groupes de recherche maintenant, je pense à celui sur les châteaux-musées. Il y a eu d'autres publications sur les échanges concernant les collections, notamment sur l'échange avec l'Espagne de Franco. Mais il manque on va dire une très grosse synthèse sur l'histoire des musées durant la Seconde Guerre mondiale. Et rien que pour les musées nationaux, il y a plus de 300 cartons d'archives aux archives nationales. Voilà, donc ça demande un gros travail de fond. Et ce qui est certain que je ne pourrais pas faire seul, et heureusement, il y a beaucoup d'autres chercheurs qui travaillent dessus. Et je suis effectivement 19e par ma thèse, mais en réalité, j'ai commencé par la Seconde Guerre mondiale. Ça peut paraître étrange, mais... Donc, tu as fait un détour par le 19e. J'ai fait un très long détour par le 19e, mais j'ai commencé en fait par le 20e siècle, puisque j'ai fait mon mémoire de Master 1 sur l'histoire des musées de Metz, en fait. L'histoire des musées de Metz au 20e siècle. Et dans cette période, il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a le retour à la France en 1918, et il y a la Seconde Guerre mondiale. Ta modestie t'empêche sûrement de dire que tu as publié un ouvrage sur les musées de la Cour d'Or. Oui. Et alors ça, c'était il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps. Oui, et qui est en partie issu de ce travail, mais aussi du travail de deux autres docteurs qui ont travaillé sur l'histoire des musées de Metz, qui sont Jean-Christophe Zidrich et Julien Trapp. Et c'était un ouvrage qui a été aussi très fortement soutenu par le musée, qui voulait faire son histoire. Et ce livre a d'ailleurs permis de retrouver un certain nombre d'archives sur l'histoire du musée durant la Seconde Guerre mondiale. Tu peux nous en dire un mot? Oui, il y a d'ailleurs tout un tas de listes de livres qui ont été envoyés vers des bibliothèques allemandes. Parce que le musée de Metz servait de lieu de centralisation des services de spoliation, en fait, sur le territoire mosellan. Permettez-moi juste de préciser qu'effectivement, dans mes comptabilités, l'Alsace-Moselle, qui disposait d'une CL spécifique, etc., n'est pas comptée, et qu'il y a eu des centaines de milliers de livres aussi arrachés parfois jusque dans les familles par les troupes nazies. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils parlent français, qu'ils pensent français, etc. Oui, donc encore un autre niveau de logique. Et donc en fait, ce mémoire de master va de 1918 à 1960. Donc la Seconde Guerre mondiale n'est qu'une partie de ce mémoire, mais c'était une partie qui était très complexe à gérer parce qu'il y avait assez peu d'archives en fait. Lorsque j'ai commencé ce mémoire de master, il y avait un fonds aux archives municipales, mais très lacunaire. Et il y avait une chemise au musée de Metz, en fait, où sur cette chemise, le conservateur des années 60 a écrit les archives du musée durant la Seconde Guerre mondiale étaient dans cette archive jusqu'à hier soir. Je suis revenu ce matin, les archives avaient disparu. Voilà. Ça disparaît pas mal aux archives de Metz. J'en voilà. ai un cas aussi. Et donc... on a cherché à l'époque avec la conservatrice du musée qui était Isabelle Bardiès-Frontis ses archives pendant des semaines sans les retrouver. Donc j'ai traité de l'histoire du musée pendant la Seconde Guerre mondiale, de l'évacuation du musée, mais
de façon assez limitée. Et en séminaire, pendant ce master, j'avais la chance de suivre le séminaire de Pascal Horry. Et Pascal Horry nous demandait des travaux en fait, pour son séminaire, et il m'a demandé de travailler sur l'histoire des musées durant la Seconde Guerre mondiale pour lui faire un petit travail. Et le problème, c'est que je me suis retrouvé confronté à un manque de sources. À l'époque, il y avait l'ouvrage de Laurence Bertrand d'Orléac, il y avait Le Front de l'Art de Rosevalent, et puis il y avait assez peu d'autres ouvrages, donc ça a été compliqué, mais ça a montré qu'il y avait des choses à faire. Et depuis cette époque, on peut quand même souligner l'évolution. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup plus de choses maintenant, depuis, y compris on produites parle à du l'intérieur. siècle dernier, bien entendu, voilà, pour ce pas, mémoire de mais master. y compris produites par le Musée national d'art moderne, ce qui est quand même un changement il y a eu significatif. beaucoup de publications depuis, mais à l'époque c'était assez limité. Et bon, je laisse ce sujet de côté après mon Master 1, je fais mon Master 2 sur le 19e siècle cette fois. Et pendant ma thèse, je suis tombé grâce à Catherine Granger aux archives des musées nationaux sur l'évacuation des musées français en 1870. Donc je traite largement de cette évacuation-là dans la thèse. Et l'intérêt d'être à l'université, c'est qu'on fait de la recherche, mais on enseigne aussi. Et lors d'un cours, en fait, je discutais avec les étudiants de l'évacuation de 70, et je leur parle de l'évacuation de Metz. Et dans ma tête, je pense aussi à la Première Guerre mondiale. Et avec les étudiants, on s'est dit, mais c'est vrai qu'il manque une histoire des évacuations sur un temps plus long. Et j'étais en train de finir ma thèse à l'époque. Et donc, bon, j'ai laissé cette idée-là de côté. Et puis, à un moment, avec les postdocs, justement, j'ai eu la possibilité de présenter ce sujet-là au LabExCap. Et je sais que j'avais été largement soutenu et défendu par Isabelle Lemann de Chermont à cette occasion. Et c'est comme ça, en fait, que vraiment, j'ai commencé à travailler sur le sujet de façon plus large. Un intérêt de ton texte que tu as écrit pour le RAMA et celui que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu replaces aussi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans une histoire plus longue, notamment du point de vue des évacuations. Et je voulais donc te poser la question, y a-t-il pour toi une spécificité à la période, qui est celle de la guerre, par rapport aux évacuations précédentes, quelle est la différence, quelles sont les continuités? La Seconde Guerre mondiale, ça reste un moment très particulier parce qu'en fait, la multiplication des destructions durant la Première Guerre mondiale a créé en fait un précédent qui fait qu'il est impossible à la société en fait de supporter qu'il y ait autant de destruction que lors de la Première Guerre mondiale. Et en fait, dès le début des années 30, les musées français vont se préparer à un éventuel nouveau conflit et à une éventuelle nouvelle évacuation. Ce qui fait qu'en 1940, enfin avant, quand on va évacuer, c'est la première évacuation réellement pensée et réfléchie en amont, alors qu'en 70, en 14, ça s'est fait dans l'urgence. Le conflit était là et les Prussiens et les Allemands étaient sur le territoire français quand on évacue en fait. Là, en 40, on a largement évacué avant. Il y a même eu des exercices d'évacuation en 38 au moment de Munich qui montrent les difficultés pour les musées nationaux, hein, j'entends, et aussi pour les musées de province pour 1940, mais c'est très différent, en fait. Oui, je vais te poser une autre question. Merci beaucoup, tu as très bien répondu. Peut-être la dernière, mais n'hésite pas, hein, si tu veux ajouter quelque chose, bien sûr. Tu nous disais tout à l'heure que tu ressentais la nécessité d'un ouvrage de synthèse pour ce qui concerne les musées nationaux, ou peut-être pas que nationaux d'ailleurs, hein, y compris les musées municipaux pendant la Seconde... Oui, voilà, territoriaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Quels seraient pour toi les enjeux de ce travail? Qu'est-ce qui serait important à dire aujourd'hui? Je crois que ce qui est important, c'est de travailler sur cette histoire avant tout et de montrer toutes les facettes de cette histoire, parce que chaque cas est particulier, chaque musée est différent, mais chaque musée témoigne de collections, de collectionneurs, de personnalités qui sont autour de ce musée et qui nous renseignent sur l'histoire en fait française et européenne durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est certain. Après, c'est un travail immense et c'est bien entendu, enfin
Ce sera vraisemblablement un travail collectif. Oui, ça ne peut pas être autre chose qu'un... Voilà. On peut être spécialiste d'évacuation, et bon, on va dire que c'est mon point, mais les musées, l'histoire des musées dans la Seconde Guerre mondiale, ça peut être qu'un travail collectif, parce qu'il y a une multiplicité de cas, et suivant qu'on soit en zone libre ou en zone occupée, c'est pas la même chose, suivant qu'on soit dans l'est de la France ou qu'on soit dans le sud-ouest, bien entendu, pour les musées, les choses sont totalement différentes, et si on est en Alsace-Moselle annexée, c'est encore autre chose. Donc, bien entendu, il y a énormément de cas différents, mais c'est ça qui est aussi extrêmement fascinant et qui fait qu'on souhaite s'intéresser à ces questions-là. Voilà. Très bien, de belles perspectives. Il faut. Je crois que nous arrivons au bout du temps qui nous était imparti, sauf erreur, hein, c'est ça. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'avais une question pour Martine Poulain. Vous disiez que la note d'accompagnement des ouvrages envoyés vers les 42 bibliothèques était très claire sur le fait que ces ouvrages ne devaient pas être intégrés aux collections, mais considérés comme, j'imagine, quelque chose comme confiés à la garde d'eux. Est-ce qu'on disait aussi en attente de les restitutions à leur légitime propriétaire? Je ne sais pas. Vous disiez comme dans les musées. Mon expérience pour avoir travaillé au musée Rodin pendant un certain nombre d'années était qu'au moins pour le musée Rodin, les choses n'étaient pas du tout claires. Les notes qui sont conservées dans les archives du musée, provenant en particulier du Musée national d'art moderne et de Pradel par exemple, sont extrêmement confuses pendant plusieurs mois, contradictoires. Inscription, pas inscription, inscription avec un R pour récupération. Ça sera des doublons pour exposition, ce qui fait qu'on les a envoyés pendant plusieurs années, les RFR, les œuvres de la récupération artistique, les sculptures, en exposition à l'étranger. Ce qui aujourd'hui, quelques années après, était considéré comme absolument interdit. Donc je ne sais pas si le musée Rodin est un cas particulier, quelque chose me dit que non. Merci. Oui et non. Le musée Rodin est un cas très particulier par l'histoire même du conservateur du musée Rodin, Georges Grappe, qui est quand même... Oui, mais il est marqué par ça aussi, le musée à l'époque. Ouais. Ah oui. Pour vous répondre... non, vraiment. Alors peut-être est-ce lié aussi à la personnalité de Julien Quin, mais qui était à différents titres concerné, y compris en tant que personne déportée, etc. Mais je pense que c'était quand même des pensées communes au sein du ministère de l'Éducation nationale reconstituée, autour de Vallon, etc. Donc, non, vraiment. Bon, il y a eu plusieurs notes, parce que le problème, ça a été, qui était très clair, vraiment très, très clair, du type, voilà, vous êtes attribués, vous ne les entrez pas, vous ne les estampillez pas, ce qui est très difficile pour un bibliothécaire, parce que, bon, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, c'est une des questions qu'on m'a posées à propos de mon invitation à les entrer, parce que moi j'ai continué à... Enfin, j'ai pas donné de consigne aux bibliothèques, c'est pas mon rôle, mais je pense qu'il faut pas estampiller, il faut continuer à ne pas estampiller. La chance a été... Donc, il y a eu... Alors, le problème a été que la première circulaire de Julien Quin se terminait par « Dans 3 ans, on vous écrira ». Il y a eu une deuxième circulaire 3 ans plus tard, et après, il n'y a plus rien eu. Donc, la chance peut-être dans la non-dispersion, la non-intégration, peut-être aussi dans l'abondance, même si on se plaint de budget d'acquisition insuffisant, etc., dans l'abondance des collections en bibliothèque, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a un certain nombre, où, par exemple, à la bibliothèque de l'Arsenal, les caisses étaient quasiment dans un placard, au même endroit, non ouvertes, etc. Mais très souvent... voilà, les bibliothèques ont parfois entré ces collections parce que elles n'ont pas retrouvé, la circulaire n'a pas forcément été conservée dans les boîtes, etc. Et je me vois d'ici d'ailleurs disant, quand on préparait l'INHA, éventuellement, dire mais attends, il faut absolument que les collections soient traitées, etc. Tout le monde aurait pu faire l'erreur. Et puis je ne sais plus ce qu'était votre deuxième question, pardonnez-moi, mais
En tout cas, tous ces documents, estampillés ou non, enfin, pas tout n'a pas été retrouvé. Hein. Par exemple, la Bibliothèque nationale, qui a eu, je ne sais plus, 2500 ouvrages, n'a pas retrouvé tout. Mais pas mal de ces documents, et les bibliothèques en sont plutôt enrichies aujourd'hui de connaître cette partie de leur histoire et de les mettre à disposition d'éventuels descendants de spoliés qui peuvent toujours les réclamer. D'ailleurs, juste avant que la mission ne soit officiellement investie de cette mission, lors d'un colloque à la Bibliothèque nationale, nous avons eu le plaisir de restituer à la fille, à l'époque, qui est morte récemment, de Victor Bach, un des livres qui portait un nom, parce qu'en général, ces livres, s'ils ont été attribués, c'est qu'ils n'avaient pas de nom. Mais dans l'urgence, il y a quelques livres qui avaient encore les noms de leurs légitimes propriétaires. Et donc, on a eu l'émotion de restituer à la famille Bach un livre de Pierre Paraf qui leur avait été restitué, qui leur avait été spolié. Peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Martine Poulain, quand elle dit qu'il y a des caisses qui n'ont jamais bougé, et je valide que en fait, l'intérêt de ces recherches et de faire des recherches et de contacter les institutions, c'est qu'elles se mettent à la recherche parfois de leurs archives. Et justement, à Metz, quand on a fait le livre après ces mémoires, ils ont décidé de vraiment chercher, ils ont fait le musée des caves jusqu'au grenier, et ils ont fini par retrouver dans des caisses de l'évacuation de 1940, les archives de la Seconde Guerre mondiale qui apparemment étaient cachées là, justement, dans les années 60. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé les archives du musée durant la guerre, et notamment toutes les fiches des œuvres spoliées par le service de spoliation nazi, qui était au musée de Metz, en fait. Et juste en une phrase, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, évidemment, en faisant ces recherches, il est arrivé que certaines bibliothèques, je pense à la bibliothèque municipale de Lyon, énorme et magnifique collection, qui a retrouvé 3 fonds dont tout de suite le conservateur responsable a pensé qu'ils pouvaient être des documents spoliés, dont on ne sait toujours pas à ce jour. Alors là, c'est pas du tout passé par la CRA, ce serait peut-être passé. C'est des livres qui viennent du sud-est de la France, autour d'Antibes, etc., et qui sont arrivés ici, à la bibliothèque municipale de Lyon. On ne sait pas quand, on ne sait pas exactement par qui, etc., toujours pas. Et que, voilà, il y a 3 ensembles, des bibliothèques de paroisses anglaises de la Riviera, dans les hôtels aussi, et puis 2 ensembles de juifs autrichiens et allemands spoliés et qui sont arrivés là et qu'on espère aussi restituer bientôt pour une part à leurs légitimes descendants. Oui, c'est une question en écho au discours d'ouverture d'Éric de Chassé qu'il avait placé sous le signe du traumatisme. On a beaucoup parlé ici ces dernières années dans cette enceinte des conséquences et du vécu par les musées aujourd'hui de la spoliation des œuvres d'art. Je me demande si en continuation de l'article que tu as donné, Arnaud, ça ne serait pas intéressant qu'il y ait une séance à venir sur le vécu des musées aujourd'hui ou depuis les années 50 par rapport à ces évacuations, parce que je pense qu'il y a un non-dit, ou il y a une sorte de fantôme. Oui, on ne peut que confirmer que de l'extérieur, à la différence de vous qui étiez à l'intérieur, nous on a un regard extérieur, mais c'est aussi notre ressenti. Pour diriger un certain nombre de jeunes chercheurs en master maintenant sur ces questions-là, c'est parfois effectivement encore difficile avec certaines institutions ou avec d'anciens conservateurs qui voudraient aller voir pour parler de la période des années 50 ou 60. Voilà. Vraiment, du point de vue de l'évacuation, parce que en fait, c'est des questions qui se sont
reposé ces dernières années très fortement avec les histoires de réserves externalisées. Bon, c'est des problématiques que vous voyez tous les jours dans les journaux à propos de la fermeture du centre Pompidou et de la sortie des œuvres dans d'autres réserves. Donc cette question du déménagement des collections, qui a été si massive au début de la guerre, se repose en permanence aujourd'hui dans les institutions muséales. Et je pense que ça serait intéressant de faire la longue durée de ces problèmes qui ne sont pas que des problèmes logistiques. C'est pas le même contexte, non. quand même. Hein. Mais non, mais oui. Non, mais on sent bien. Enfin, je peux apporter mon témoignage quant au déménagement du centre Pompidou. On sent bien que le musée est en tout un havre, un abri, et que toucher ça par un déménagement touche quelque chose de très profond, en fait, chez nous tous. Et je pense que oui, c'est un vrai sujet. Non, si. Ok. Petite, et après on passe la parole à David, et après je vous signale, il y a un pot amical pour tout le monde, donc on peut continuer la discussion après la séance. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Didier, la question de l'évacuation, elle est intéressante sans doute, mais surtout la question de l'arrivée des œuvres de la récupération artistique. Comment, encore une fois, quelles consignes a-t-on donné, quelles consignes a-t-on appliquées, comment on a considéré ces œuvres, ça me semble vraiment être un chantier qu'on a très peu ouvert en fait. Si je peux renchérir, je vous invite à nouveau à vous reporter aux articles qui portent sur la chronologie de la restitution. Ce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a un phénomène d'illusion en rétrospective qui est extrêmement nocif en histoire, et quand on parle de ces sujets, c'est que quand les œuvres viennent, on ne les voit pas du tout comme on les voit aujourd'hui. Et ça, c'est aussi un vrai grand sujet, la différence de perception, ce que vous venez de mentionner. Oui. David Divi, pour un mot, une synthèse, un mot de la fin. Petit mot en tant que l'un des co-animateurs du séminaire et aussi en tant que... La lumière est... En tant que responsable de la mission de recherche et de restitution, donc qui avec d'autres services du ministère, avec les bibliothèques, avec les musées, avec beaucoup d'entre vous qui êtes ici, essaye d'assurer des recherches de provenance et de répondre aux demandes de familles qui arrivent aujourd'hui encore, et de faire ou d'encourager à faire des recherches dites proactives sans attendre les demandes de famille. Et tout ça avec une institution dont on n'a pas parlé, ce n'était pas moins l'objet aujourd'hui, mais de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Je voulais simplement peut-être... dire encore un mot sur Rama, sur le répertoire, à la fois du point de vue des auteurs et du point de vue des lecteurs ou des utilisateurs. On a vu quelques auteurs et merci à vous et Arnaud Manas qui est là également et Cécile a cité les différents auteurs des notices thématiques. Je voulais simplement, donc vous l'avez vu, ils sont tous liés à la recherche. Ce sont des chercheurs et ils ont travaillé pour ces notices thématiques sur des aspects plus globaux, plus par rapport aux notices biographiques et par rapport à la recherche de provenance, mais cette recherche-là, elle est utile aussi pour la recherche de provenance, la recherche sur les objets. Je crois que c'est vraiment très lié, Éric de Chassey l'a dit tout à l'heure, c'était l'un des objectifs. Et à la mission de recherche et de restitution, nous travaillons aussi avec beaucoup d'autres outils, mais aussi avec Rama. Et on a pu, grâce à Rama, savoir, et grâce aux auteurs des notices, et grâce aux recherches des auteurs de ces notices, avoir des éléments complémentaires sur un certain nombre d'objets dont la provenance restait ou reste encore malheureusement un peu incomplète. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'à la mission de recherche, il y a des auteurs de notices biographiques de la base de Rama. Certaines sont ici, Guita, Françoise Gabory qui a quitté la mission, et Clémence Becquet, qui a été la prédécesseuse de Camille Rayamout, et Camille qui a aussi également écrit dans la base. Et je voulais également, mais je n'ai pas le temps, souligner le lien entre certains auteurs de Rama et la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. C'est important pour montrer aussi vraiment cette imbrication de ce monde de la recherche et un peu de l'administration et de la politique de réparation dans laquelle on est, dans cette chronologie que décrit bien Claire Andrieux dans sa notice, puisque Inès, Claire Andrieux et Xavier Perrault, qui sont des auteurs, sont également membres de cette commission. Et un certain nombre d'auteurs, mais Cécile en a cité certains, étaient déjà venus dans le séminaire et peut-être d'autres viendront plus tard. Et je voulais également peut-être
souligner l'usage, pourquoi fait-on Rama, ça a été dit, mais comment l'utilise-t-on, comment le lit-on? Je crois que c'est évidemment un usage important pour la recherche, et comme je le dis, pour la recherche qui nous intéresse, nous, peut-être davantage au ministère de la Culture, pas plus que ce que vous avez fait, mais ce qui est notre objectif, la recherche sur les biens disparus ou les biens qui sont dans les musées et les bibliothèques. Donc ça va servir, et ça sert déjà à un certain nombre de chercheurs, les chercheurs de provenance professionnelle, comme on les appelle aujourd'hui, qui sont pour certains dans la salle, chercheurs internes ou chercheurs externes, et internes au musée, aux bibliothèques, ou externes, des étudiants, des élèves, conservateurs du patrimoine, conservateurs des bibliothèques, étudiants du diplôme universitaire de Nanterre sur la recherche de provenance, du master 2 de l'école du Louvre sur la recherche de provenance, étudiants en histoire de l'art. Je crois que c'est vraiment un usage, ce sont des lecteurs et des utilisateurs importants. Je crois que c'est important de le dire, vu de qui on parle des acteurs du marché de l'art, c'est un outil aussi utile pour les acteurs du marché de l'art actuel, pour les marchands, pour les maisons de vente. J'espère que c'est un outil actuel, enfin je suis sûr que c'est un outil, j'espère qu'ils l'utilisent, et on les encourage tous à les utiliser. C'est une base sur les acteurs du marché de l'art du passé, d'un passé récent, pour les acteurs du marché de l'art d'aujourd'hui. Donc il faut que nous incitions les acteurs du marché de l'art à vérifier si les noms, quand il y en a, des propriétaires passés, des œuvres qu'ils mettent en vente, figurent dans le répertoire. S'ils y figurent, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, nécessairement, rassurons-les, rassurons-nous, mais ça illustrera aussi un petit peu les personnalités par lesquels sont passés les objets qui aujourd'hui circulent sur le marché. Et c'est aussi un outil qui est utile, je crois, pour les familles, pour les spoliés, pour les descendants de familles spoliées, parce que certains d'entre eux font des recherches, vous le savez, et on a au moins ici avec Gita, avec Hélène Ivanov, en tête au moins un cas d'une famille qui est arrivée, qui a commencé la recherche sur son aïeul, sur un de ses aïeux, grâce à une notice Rama, en lisant, grâce à une note de bas de page d'ailleurs, d'une notice Rama, et en tirant de fil en aiguille, cette famille s'est replongée dans cette recherche, et aujourd'hui nous avons un dossier de restitution qui aboutira certainement bientôt. Enfin, je ne sais pas, mais j'espère. Voilà. Et puis, pourquoi pas, c'est utile aussi, vous l'avez vu dans le séminaire à d'autres reprises, pour peut-être des écrivains et des artistes, puisque on l'a vu ici, on le reverra peut-être d'autres fois. Certains artistes sont très inspirés par cette question-là, et Raphaël Denis, par exemple, qui était venu nous parler ici, a non pas sa propre notice, mais a la notice de l'un de ses objets de création, Gustav Rochlitz, un des marchands avec lesquels le RR, le service de pillage nazi, fait des échanges au jeu de paume. Raphaël Denis travaille sur cette histoire-là, et un objet de la création artistique aujourd'hui est dans Rama. Et nous avions également vu avec Emmanuelle Favier, romancière qui a publié La part des cendres, qui est venue l'hiver dernier. Et bien, nous avons vu aussi que beaucoup de ces personnages ont leur fiche Rama, donc on peut être une personnalité Rama et être un personnage de roman, de pièce, de film, et en même temps, c'est évidemment au-delà de la fiction, je reviens au réel, c'est un usage très important pour notre travail, qui est aussi un travail de mémoire, un travail de réparation, un travail de justice, puisque ça contribue à apporter de la lumière aux familles aujourd'hui qui cherchent parfois des objets, bien sûr, mais aussi des informations sur ce qui s'est passé dans leur famille il y a 80 ans. Voilà, donc je termine vraiment en remerciant encore en tant que lecteur et en tant qu'utilisateur de la base, en remerciant tous les auteurs, et les auteurs, les autrices, les deux responsables du projet, Inès Rotermund-Renard et Elisabeth Fordangler côté allemand, les auteurs de ce deuxième volet, et Cécile Bargue, et puis n'oublions pas les traducteurs et les traductrices, parce que c'est un énorme travail. Rama continue, comme l'a dit Éric de Chassey tout à l'heure, sous la responsabilité de Cécile Bargue. Et pour terminer, ça a été dit également, le séminaire continue. La programmation du premier trimestre est déjà en ligne, et donc vous pourrez revenir, j'espère, le 24 janvier, pour écouter Vincent Tuchet, qui est archiviste aux Archives de Paris, qui devait venir en septembre et qui n'a pas pu venir à l'époque, donc il sera là. Le 28 février, avec Hector Feliciano, qui était là tout à l'heure, mais qui reviendra peut-être sur
justement des questions de temporalité sur les 30 dernières années qui nous séparent de la publication du musée disparu, qui est un moment peut-être traumatique pour certains, pour reprendre le terme de départ, traumatisme qu'a cité plusieurs fois Éric de Chassey. Et puis le 27 mars, Félix de Marès-Oyens, qui est à la fois ayant droit de la famille Solman, qui a bénéficié d'une restitution il y a peu, et expert en livres anciens, bibliophile, et qui parlera de 2 familles allemandes, les Zollmann et les Breslauer, en comparant leurs 2 parcours. Et puis il y aura d'autres séances par la suite. Merci beaucoup. On se retrouve au-dessus pour boire un verre et continuer à discuter si vous le souhaitez. Merci beaucoup.